Donc on continue cette séance avec les structures conditionnelles. Donc structure conditionnelle, c'est relativement simple, mais c'est quelque chose qui va être vraiment très très utile dans quasiment tous les types de codes qu'on va utiliser, même dans les analyses économétriques, c'est des choses qu'on va beaucoup utiliser. Dans le cadre des boucles aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Donc qu'est-ce que c'est qu'une structure conditionnelle? En fait, c'est poser une condition. Si elle est respectée, alors il se passe quelque chose. Si elle n'est pas respectée, alors on passe à autre chose. Euh, donc ça s'écrit de manière assez peu étonnante if. Elif, ça va être else if. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, là, ça veut dire que si A est exactement égal à B, alors je print ici, hein, dans ce code-là, A est égal à B. Si, enfin sinon si, c'est-à-dire else if, sinon si, A est supérieur à B, alors je mets A est supérieur à B. Et sinon, c'est-à-dire que là on pose même plus de conditions, c'est-à-dire que si toutes les conditions qui sont au-dessus ne sont pas respectées, alors je rentre dans celle-là. A est inférieur à B. D'accord? Donc dans une structure conditionnelle, en fait, il y a que le premier, le if, qui est obligatoire. On peut pas mettre un elif tout seul, on peut pas mettre un else tout seul. En revanche, on peut mettre un if tout seul. On peut passer d'un if à un else directement. On n'est pas obligé de mettre un elif au milieu. On peut mettre un if, elif, sans mettre le else. Et voilà. C'est-à-dire que là, si je reprends exactement le même code, euh, si j'enlève donc les deux dernières conditions, donc là donc j'ai A et B qui sont tous les deux égaux à 1. Donc A est exactement égal à B. Donc comme cette condition est respectée, il va rentrer dedans et il va m'imprimer A est égal à B. D'accord? En revanche, si je mets B égale 2, ça veut dire que là, donc, A n'est plus exactement égal à B. Donc si là, je fais tourner cette cellule, cette fois-ci, il va rien afficher. Pourquoi? Parce que bah, la condition n'est pas respectée, donc je ne rentre pas dans cette condition, et donc il ne se passe rien. D'ailleurs, on remarquera que de la même manière que pour les boucles, quand on arrive au bout de la ligne avec les deux points, qu'on passe à la ligne, il y a une indentation qui se crée. Donc là, c'est toujours dans la même logique, c'est pour repérer assez rapidement dans quelles conditions on est voilà, dans une structure conditionnelle. Euh, donc voilà, donc ici, on a pris en compte tous les cas possibles. Donc là, c'est-à-dire que A est égal à B, mais si A avait été supérieur à B, ben, on serait rentré ici, et si A avait été inférieur à B, on serait rentré ici. On peut faire le test. A ici est égal à B. Si je prends B égale 2, donc A n'est pas égal à B, donc je ne rentre pas là. A n'est pas supérieur à B, donc je ne rentre pas là. En revanche, on se retrouve dans un autre cas, celui où A est inférieur à B, donc il va me mettre A est inférieur à B. Et inversement, si je change la valeur de A et que je la mets supérieure à B, il va rentrer dans cette condition-là. D'accord, donc là pareil, j'aurais pu ici ne garder que les deux premières conditions, auquel cas la B ici est supérieure à A, donc rien ne va s'afficher non plus, c'est normal parce que j'ai pas pris en compte la condition dans laquelle A était inférieur à B. Ok, il se passe rien. Donc pourquoi je m'attarde un peu là-dessus? Bah, parce qu'en fait, quand on utilise des structures conditionnelles, très souvent en fait on a besoin de remplir juste une condition. En revanche, dès qu'on part dans des if, elif, else, etc., notamment dans vos résolutions d'exercices sur Code Wars, donc ce dont je parlais dans la dernière séance, dans les dernières vidéos, euh, vous allez souvent être amené à utiliser ce type de structure conditionnelle pour essayer de gérer des cas particuliers. Alors là, souvent, c'est le piège. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un if, elif, 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 else pour essayer de prendre en compte tous les cas particuliers. Et souvent, on se plante parce qu'on va oublier une condition. Euh, voilà, donc après, on peut faire se succéder plusieurs conditions. Là, ça va revenir un peu, enfin, en l'occurrence, ce code-là va revenir un peu au même que celui-là. Là, ça permet notamment de voir toutes les conditions qui sont remplies.
Donc on fera des exercices là-dessus parce que c'est vraiment la structure conditionnelle, le code en structure conditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on reviendra là-dessus, de toute façon sur l'intégralité des fonctions qu'on va faire dans les prochains chapitres, etc. On utilisera ce type de structure de code. Donc ensuite, nombre et chaîne de caractères. Alors en fait là c'est deux parties, là celle-là et surtout celle-là en fait. C'est quelque chose qui va être extrêmement important. Pourquoi? Parce que là en fait on va apprendre à parcourir des éléments autres qu'avec une boucle. On va apprendre à sélectionner en fait des parties d'éléments, notamment de chaînes de caractères et de listes, en fonction des indices des éléments qui les composent. Donc comment ça marche? Ici j'ai donc une chaîne de caractères, Hello World. Si je demande d'imprimer strx, il m'imprime la chaîne de caractères en entier. Et ensuite, pour aller chercher tout ou partie de cette chaîne de caractères en fonction des indices, on va utiliser les crochets. Alors, la première manière de faire, donc ça va être donc on définit, hein, toujours on définit la variable avant d'aller chercher dedans. Donc j'utilise des crochets, ok. Ce qu'il faut savoir, la première chose à savoir, c'est que donc chacun des éléments de cette chaîne de caractères, ça sera la même chose en fait pour les listes. Chacun des éléments de cette chaîne de caractères sont indicés, c'est-à-dire que leur correspond un indice, quoi. C'est-à-dire que le H correspond à la position 0, le E correspond à la position 1, le L à la position 2, le deuxième L à la position 3, etc. etc. Ce qui fait que si j'appelle l'élément en position 0 entre les crochets, il va me sortir le H majuscule, parce que c'est l'élément 0e, c'est le 0e élément de la chaîne de caractères strx. D'accord, donc pareil, si je vais chercher le deuxième élément, en fait c'est l'indice 1, donc je vais chercher ici le E. Si je vais chercher le sixième élément, ce sera le W. Alors si je veux chercher le dernier élément, ce sera moins 1. On peut partir de la fin en fait. Donc moins 1 c'est le dernier, moins 2 c'est l'avant-dernier, etc., etc. Ensuite on peut chercher des plages d'indices. C'est-à-dire que je peux aller chercher du deuxième, enfin du troisième au cinquième élément. Donc troisième, vous vous souvenez, donc c'est L-1, hein, donc c'est l'indice 2. Et là je vais utiliser 2 points jusqu'au cinquième élément. Donc là on a dit normalement je devrais avoir les deux L et le O. Voilà. De la même manière, on peut aller de l'avant-avant-dernier élément jusqu'au dernier élément. Ok. Alors là, c'est comme range, ce sera le dernier moins 1. Ça, c'est une petite particularité de Python qui n'est pas nécessairement intuitive au début, mais dont vous aurez l'habitude à force de pratiquer. Et si je veux aller jusqu'à la fin, d'ailleurs, je mets juste 2 points. Ok, donc là, on a récupéré le point d'exclamation. Donc là, vous avez plein de petits exemples. Vous pouvez les tester. Même je vous invite à les tester parce que c'est vraiment que cette manière d'appeler des morceaux de liste ou de chaîne de caractères, c'est quelque chose qu'on va être amené à utiliser très souvent. Voilà, ça, c'est pas extrêmement utile, mais disons que ces deux lignes-là, en fait, c'était pour vous montrer que on peut appliquer des opérateurs sur les chaînes de caractères, notamment on peut faire x2, x3, x4, x5, autant qu'on veut. Alors ça multiplie pas les lettres par 2, hein, évidemment. Ça multiplie en revanche la chaîne de caractères par 2. Donc c'est-à-dire que si je demande d'imprimer, enfin là c'est comme si je demandais d'afficher 2 fois la chaîne de caractères strx. Donc c'est ce qu'il y a ici. Hein. Là vous voyez hello world, hello world. Je peux également appliquer la somme. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre cette chaîne de caractères là et celle-là, et il va en faire une seule. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. Donc là, on a strx, donc hello world, et il va ajouter
espace test en majuscule. Donc là, l'espace est ici et on a test là. Ça, c'est pour le coup quelque chose d'assez pratique. Ça, un peu moins, mais alors le fait de pouvoir sommer des chaînes de caractères, c'est quelque chose qui, quand on fait de l'analyse textuelle, c'est quelque chose qui peut être assez pratique. Alors ensuite, on a quelques petites fonctions qui sont assez utiles. Bon, alors là, ça s'adresse un peu plus à ceux qui vont faire un peu de Code Wars. Mais il y a deux, trois fonctions qui sont assez utiles à connaître. Euh, Notamment la fonction split. Donc ça permet de splitter, de séparer les mots d'une chaîne de caractères en une liste et en fonction de ce qu'on va mettre entre les guillemets ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, strx c'est hello world. Donc là, j'ai hello ici, espace world, un espace ici, et ensuite j'ai un deuxième mot. Et j'aimerais séparer en fait ces mots-là, ces différents mots de cette phrase hello world. J'aimerais les séparer et les mettre dans une liste. Bon bah, pour ça, on va utiliser la fonction split espace. Donc là, c'est-à-dire que si je prends une phrase relativement longue, par exemple, tac. Donc mettons, je crée une chaîne de caractères. Je m'appelle Durand. Et j'enseigne à l'université. Bah, si je fais strx.split et que je mets un espace, là, il y a bien un espace entre les deux guillemets, il va m'afficher donc une liste avec tout, euh, toutes les suites de caractères de cette grande chaîne de caractères qui sont séparés par un espace. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ce ne sera pas tous les mots, puisque vous voyez, les M apostrophe, J apostrophe, L apostrophe, tout ça, ne vont pas être séparés des mots auxquels ils sont associés, tout simplement parce que je n'ai pas demandé à séparer en fonction de, euh, de l'apostrophe, j'ai demandé à séparer en fonction de l'espace. Donc on pourrait faire la même chose justement avec l'apostrophe. Donc là, bon, ça se voit pas très bien, mais en fait, entre les deux guillemets, là j'ai une apostrophe. Et donc, ce qu'il va faire ici, c'est que normalement, il va me séparer, bah, encore une fois, toutes les chaînes de caractères qui sont séparées par une apostrophe. Donc, il va prendre je me en premier, ensuite il va prendre appel Pierre Durand, virgule, et je, voilà, en deuxième élément, et il y aura encore deux autres éléments, un qui va de enseigne à elle, et un dernier qui sera université. Voilà, vous pouvez vérifier, ça fonctionne. Ok, alors voilà, vous avez moyen d'ajouter. En fait, il y a énormément de fonctions dans le traitement de texte sous Python. Vous pouvez faire énormément de text mining, de choses comme ça. Avec Python, un langage informatique qui permet de traiter le texte de manière assez efficace. Donc voilà, là, vous avez mis le strict minimum de fonctions qu'on pourrait connaître sur ce sujet-là. Donc là, Capitalize, par exemple, c'est une chaîne de caractères qui permet de mettre une majuscule au début d'une chaîne de caractères. C'est une fonction pardon, qui permet de mettre une majuscule au début d'une chaîne de caractères. Par exemple, vous récupérez un dossier avec plein de noms et de prénoms de clients ou je sais pas quoi. Il y a certains prénoms qui n'ont pas de majuscules au début, et vous avez besoin de traiter ces données pour les reformater, etc. Donc vous pouvez utiliser cette fonction pour appliquer automatiquement la mise en capitale de la première lettre des prénoms. Voilà. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est un exemple un peu concret, quoi. Et ensuite, on a la fonction find qui permet de repérer la première position de. Là, en fait, c'est l'indice du premier L qui va être rencontré par Python. Voilà, bon, ça c'est des fonctions. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il existe un bon nombre de fonctions. Donc après,
C'est toujours la même chose, hein, si vous avez besoin d'un outil sous Python, déjà, enfin, souvenez-vous que potentiellement on en a parlé dans ce cours, mais surtout n'hésitez vraiment pas à aller consulter la documentation sur internet, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors pour ce qui est des listes tuples et dictionnaires, on va revenir d'abord sur la liste et donc notamment sur ce qu'on venait de dire en fait juste là. On va pouvoir aller appeler des éléments d'une liste pareil par leurs indices. Donc ici, quand j'appelle l'élément 0 de la liste, j'appelle pas A, hein. Là j'appelle le premier élément de la liste, pas le premier élément de la chaîne de caractères qui est en première position dans la liste. J'appelle le premier élément de la liste. Donc là, 0, c'est ABCD. Le deuxième élément qui sera indicé 1, ce sera 786, etc. etc. Donc là, pareil, si vous faites une somme de listes, il va ajouter les éléments de la deuxième liste à la première, en dernière position. Voilà, sinon, ça marche à peu près de la même manière que là. Donc si vous avez compris ici, c'est le même fonctionnement là. Alors après, il y a effectivement une des particularités de la liste, et c'est ça qu'il y aura comme principale différence avec le tuple, c'est que ici, on peut, dans une liste, on peut changer la valeur d'un élément en fonction de son indice. Donc ici, on a créé une liste où il y a certains éléments dedans. Ici, je vais chercher l'élément 0, donc le premier élément, et je vais le remplacer par 1000. D'accord? Donc quand je réimprime la liste, ici, effectivement, on voit que le premier élément a été remplacé par 1000. Je peux aussi remplacer une plage d'éléments, donc là, attention à ne pas se tromper sur la taille. Ici, ça va de 0 à 2 moins 1, donc ça va de 0 à 1 en réalité. Donc ça prend l'élément, le premier élément et le deuxième élément. Et là, je peux le remplacer par une autre liste. Donc là, on constate que 786 a été remplacé par... non, pardon. 1000 a été remplacé par chèque 1 et 786 par 3,5. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui sera peut-être un peu moins utile dans le cadre de notre cours et dans l'objectif de faire des applications économétriques, mais bon, c'est une des caractéristiques de la liste et ce qui fait que c'est un objet aussi qui est très utile. D'autres méthodes existent, effectivement. Vous pouvez aller sur ce lien, il y a plein de choses à voir. Voilà, alors après là, il y a une fonction qui est relativement utile. Alors vous allez croire qu'on fait la pub pour ce truc-là, mais ça c'est pareil, c'est une fonction qui est assez utile notamment dans CodeWars. Qui va être pratique pour faire de l'analyse textuelle en fait. Donc à quoi ça sert cette fonction .join? En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre chacun des éléments d'une liste et on va les joindre en une chaîne de caractères euh, dans laquelle chacun des éléments de la liste seront séparés par un point virgule. Donc ça veut dire que je peux recréer une phrase. Donc là, vous l'avez ici, hein, vous pouvez regarder. Si j'ai une liste dans laquelle je mets des mots, voilà, je peux les joindre, par exemple, par un espace. D'accord, ça va me faire une phrase en fait, en faisant comme ceci, ma liste. Donc là, je mets d'abord par quoi je vais joindre les éléments de la liste. Ensuite, j'appelle la fonction .join pour joindre ces éléments. Et l'argument de cette fonction, c'est la liste qui contient les éléments qu'on veut joindre. D'accord. Donc là, ça fait bien une grande chaîne de caractères dans laquelle on retrouve chacun des éléments de la liste qui ont été joints par un espace. Voilà, donc ensuite on a les tuples. Comme je le disais, les tuples se différencient de la liste principalement parce qu'on ne peut pas remplacer un élément du tuple en fonction de son indice. Là vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici. Là on cherche à remplacer l'élément 0, donc c'est-à-dire ABCD par
la chaîne de caractères phi. Et on constate qu'il y a une erreur qui émerge. Donc une erreur à la ligne 2 qui nous dit que le tuple n'est pas un objet qui supporte l'assignement de valeurs en fonction des indices. Voilà. Et après sinon, pareil que pour les listes et chaînes de caractères, on peut appeler les éléments d'un tuple en fonction de leurs indices. On peut appeler des plages d'éléments en fonction de leurs indices également. Bon, et enfin les dictionnaires, ça on va pas s'attarder trop là-dessus. C'est pas. Alors le dictionnaire, c'est vraiment un objet informatique qui est très puissant, notamment en Python, qui permet de faire le pont avec d'autres langages. Donc c'est vraiment un objet très intéressant. Il se trouve que dans le cadre de ce cours-là, on ne l'utilisera pas beaucoup. Donc on en parle quand même, on va le rencontrer à plusieurs moments dans le cours, mais voilà, c'est pas l'objet dont on va plus le servir, malgré sa grande utilité en Python. Bon, on avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais en gros, comment ça fonctionne, on a des clés et des valeurs associées à ces clés. Et donc après, on va pouvoir justement appeler euh, les valeurs associées aux différentes clés ou les clés directement. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu les fonctions qui sont associées au dictionnaire et comment ça fonctionne. Donc ça, je vous laisse un peu regarder. Et donc, on va terminer avec cet exercice. Alors, à l'aide d'une boucle for itérée dans une liste de tuples, en fait, la liste de tuples en l'occurrence c'est celle-là, pour créer une liste. Donc là il va falloir créer une liste contenant les premiers éléments de ces tuples, donc les chaînes de caractères en fait, les premiers éléments de ces tuples, en fonction d'une condition sur le deuxième élément du tuple. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on va ajouter des éléments à une liste qu'on va avoir créée au début. Ces éléments, ça va être les premiers éléments des tuples. Et en fonction de quoi on va les ajouter à cette liste finale, quoi, ce sera en fonction d'une condition qu'on aura posée sur le deuxième élément des tuples. Bon, alors, on va le faire étape par étape. Donc, créer une liste déjà vide, lResult. Ok, on va prendre lResult. Ok, on l'a créé vide. Ok, ça c'est quelque chose d'assez classique. C'est un peu comme le compteur tout à l'heure qu'on a initialisé à 0. Donc, lResult vide. Ok. Et en fait, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter des éléments à chaque itération en fonction de la condition qu'on aura posée. Donc ensuite, écrire une boucle itérant dans la liste de tuples. Jusque-là, fastoche. On a vu juste avant la boucle for, donc on va utiliser ça. For T, je vais prendre un T parce que ça fait référence au tuple. Et là, effectivement, les éléments de la liste qu'on va chercher, ce sont des tuples. Donc for T in liste tuple, d'accord. On n'oublie pas les deux points. On va à la ligne, il y a une indentation qui se crée. Ok. Et donc là, on me dit écrire une condition. Ok, donc si. Ok, alors je peux directement partir sur if. Ok. Si le deuxième élément du tuple est inférieur à 5, donc là, pour rappel, le tuple c'est T. D'accord? Parce que j'itère dans la liste de tuples, donc je vais aller chercher dans la liste de tuples. Donc là, le premier élément, c'est bien un tuple. T, c'est un tuple. Et on me demande de faire une condition sur le deuxième élément de ce tuple. Donc j'appelle le tuple et je vais chercher le deuxième élément, c'est-à-dire l'élément d'indice 1. Donc si le deuxième élément du tuple est inférieur à 5, ok, donc là je mets inférieur à 5, alors il faut ajouter le premier élément du tuple à la liste lResult. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets les deux points et que je passe à la ligne. Si cette condition est respectée, alors je peux faire ça. Donc là, si le deuxième élément du tuple est inférieur à 5, alors j'ajoute le premier élément du tuple. Donc là, ça va être, il va y avoir du T0, parce que c'est le premier élément du tuple.
Et donc cet élément-là, il faut que je l'ajoute à lResult. Ok, donc là on va utiliser une fonction qu'on n'a peut-être pas encore rencontrée qui s'appelle append. Ça c'est pareil, c'est une fonction qui est extrêmement utile. Ça peut faire partie des fonctions que pour le coup vous pouvez apprendre par cœur. C'est une fonction qui permet d'ajouter en dernière position dans la liste l'élément qui a comme argument ici. Par exemple, L égale rien. Si je fais L, donc là déjà, print L, c'est bien une liste vide. Hein. D'accord. Maintenant, je vais faire L.append 1 et je vais réimprimer L. D'accord. Donc là, je crée la liste, elle est vide. Je l'imprime, elle est bien vide. Là, je lui ajoute 1 en dernière position. Je l'imprime, il y a bien 1 en dernière position. Je vais rajouter un petit 2, tac. Et là, je réaffiche la liste. Donc là, j'ai la liste vide. J'y ajoute 1. Ok. Et là, cette fois, à ce stade-là, il y a un 1 dans la liste. Donc là, le 2 que je viens ajouter, il vient s'ajouter au 1. D'accord. Et en dernière position. Donc ici. D'accord. Une dernière fois, append A, par exemple. Hein, je ne suis pas obligé de rester sur des entiers. Print L. Ok, voilà. Donc, voilà quoi ça sert. Cette fonction append. Donc bref, là on l'utilise pour revenir un peu à notre exercice. J'itère dans la liste de tuples. Les T sont les éléments de ma liste, c'est-à-dire des tuples. Si le deuxième élément du tuple est inférieur à 5, alors je peux ajouter le premier élément de la liste à ma liste lResult. D'accord. Et enfin, alors on peut mettre un else. Là, vous voyez, en fait, on n'a pas vraiment de sinon. C'est-à-dire que le sinon continuer, comment on peut s'en passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une condition, il n'y a pas une contre-condition dans laquelle il faudrait qu'on établisse. Enfin, il n'y a rien à faire de spécial, quoi. Si la première condition n'est pas respectée, on n'est pas obligé d'en poser une autre. Donc on pourrait mettre else continue. Voilà. Et enfin, on nous demande d'afficher les éléments de la liste lResult en les joignant par des guillemets sans espace. Ok. Donc là, c'était la fonction dont je vous parlais tout à l'heure. La fonction join, je sais plus où est-ce qu'on a vu ça. Voilà, donc on va faire des guillemets point join. Donc effectivement, on nous demande de les joindre par des guillemets sans espace, c'est ça. Les joindre, c'est ça. Et en argument, je vais mettre la liste. Voilà. Et donc il y avait encore une fois un message caché qui disait que vous aviez trouvé si vous aviez bien fait ce code-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc on rentrera dans une autre partie qui est excessivement importante, à savoir celle des fonctions. Normalement, les fonctions, ok, ouais, on commencera probablement à voir un petit peu les notions de package. Je ne pense pas qu'on aura le temps de rentrer dans cette partie-là, sachant que c'est pas dit qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc pour rappel, le chapitre 0 nous rappelle le plan. Hein. Donc ici, on est toujours dans cette partie-là. La semaine prochaine, on va arriver à ce niveau-là. Nous, le plus important, ça va être cette partie-là en fait. C'est là qu'on va vraiment coder, enfin celle que vous allez coder. Et puis après, on fera les corrections ensemble. Donc c'est là que vous allez vraiment le plus apprendre à utiliser le langage Python. Et puis après, pour les 3-4 dernières séances, on fera de l'économétrie appliquée. Mais normalement, à ce moment-là, comme vous auriez travaillé, hein, vous aurez les outils nécessaires pour pouvoir manipuler le code assez bien pour faire des applications économétriques. Voilà, bon, j'espère que ce cours était clair. Normalement, vous avez remarqué que la qualité du son était meilleure que les dernières vidéos. En tout cas, j'espère que
vous l'aurez remarqué un petit peu. Donc pour la semaine prochaine, donc ceux qui regardent cette vidéo cette semaine sont en distanciel. Donc la semaine prochaine, vous serez normalement en présentiel. Comment? Bah, du coup, vous aurez les exercices de la séance 2 qui seront mis en ligne d'ici la fin de la semaine. Donc normalement, vendredi, on est le combien? On est le 6. Vendredi 9, normalement, vous aurez les exercices qui seront en ligne. Donc pour rappel, vous allez sur ma page Economics, tapez Pierre Durand Economics. Au bas de la page, vous avez le lien Drive, voilà, où vous trouverez tous les éléments du cours. Et donc normalement vendredi, on vous mettra les exercices à faire pour la semaine prochaine, vendredi ou jeudi, je sais pas trop encore. Voilà, bon, bah, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous dis à très vite.